Bonjour à toutes et tous. Merci donc d'être aussi nombreux et nombreuses pour ces entretiens et pour cette conférence, donc table ronde sur le thème de l'innovation en Europe. Je remercie donc nos trois intervenants que je vais présenter brièvement. Donc Antonin Bergeaud, bonjour. Vous êtes professeur associé en économie à HEC Paris. Vous êtes en tant que chercheur spécialiste de la croissance, de l'innovation et des effets du changement technologique sur l'économie et le marché du travail. Vous êtes par ailleurs chercheur associé à la London School of Economics et à la chaire économie des institutions du Collège de France. Je note également que vous avez reçu le prix du meilleur jeune économiste français en 2025, donc décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. Stéphane Dupré-Latour, bonjour. Vous êtes directeur innovation avancée et technologie numérique chez EDF au sein du département donc recherche et développement, et ce depuis 2019. Vous avez rejoint le groupe EDF en 2008. Vous étiez d'abord directeur de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle, puis ensuite vous dirigez la division énergie renouvelable et mobilité. Vous êtes par ailleurs ingénieur de formation puisque vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines au début des années 90. Jean Schmitt, bonjour. Vous êtes donc fondateur et président de Jolt Capital depuis 2011. Pour rappel, et ça fera la transition avec ce qui a été dit précédemment donc, sur l'intelligence artificielle, Jolt est l'un des principaux fonds européens dédiés aux technologies de rupture et visant les entreprises qu'on appelle de la deep tech, qui sont justement en phase de croissance, puisque vous faites donc ce qu'on appelle de la private equity, qui se distingue de ce qu'on va appeler le venture capital, et on aura l'occasion de revenir sur la différence entre les deux, mais vous accompagnez donc des entreprises en croissance pour les faire changer d'échelle. Donc vous n'êtes pas dans l'accompagnement des startups, et c'est important de le dire ici. Vous êtes par ailleurs également ingénieur de formation puisque diplômé donc de Télécom Paris. Voilà pour cette présentation. Merci à tous les trois donc d'avoir accepté le principe de cette table ronde. Pour cadrer un peu donc nos échanges, on l'a dit, donc le fil rouge ici de ces rencontres entretien enseignant-entreprise porte donc sur le rapport Draghi ici, et un premier constat du rapport était précisément que l'Europe souffre d'un déficit d'innovation structurelle. Elle reste forte dans les technologies traditionnelles déjà matures, mais absente ou plus ou moins absente des révolutions technologiques récentes. On peut citer ici Philippe Aghion, récent récipiendaire donc, du prix Nobel d'économie, dans une tribune publiée dans Le Monde en mai 2025, je cite: « Alors que c'est en Europe qu'eut lieu la première révolution technologique, celle de la machine à vapeur, c'est désormais aux États-Unis que se produisent les innovations de rupture dans les secteurs high-tech, biotechnologie, technologie de l'information, tandis qu'en Europe, on innove petit dans les secteurs traditionnels, électroménager, automobile, chimie. » Ce blocage, qualifié par certains économistes de trappe à technologie moyenne, c'est notamment une expression dans un article de Jean Tirole, empêche l'émergence de nouveaux champions européens, contrairement aux États-Unis ou la Chine, où les géants actuels sont issus d'un renouvellement continu. Une illustration de cette trappe, aucune start-up européenne dans les 20 plus grandes au monde, aucune entreprise européenne dans les 20 plus grosses capitalisations mondiales. Bref, tout cela témoigne d'un manque de dynamisme de l'innovation en Europe. Une première question pour vous, Antoine Bergeaud, ici pour Antonin Bergeaud, pour un cadrage théorique ici de cette question de l'innovation. Première question, que nous dit la théorie économique justement sur l'origine de l'innovation et sur les facteurs à l'origine de ces révolutions technologiques? Déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, en fait, effectivement, on peut voir l'innovation comme étant un maillon d'une espèce de longue chaîne de création de valeur qui commencerait peut-être par l'éducation et puis qui se termine par la croissance économique. Puis l'innovation est peut-être l'avant-dernier maillon. Et donc, on voit en Europe, le rapport Draghi, vous avez évoqué, commence par un graphique où on voit le décrochage en termes de PIB par habitant et en fait en termes de productivité du travail de l'Europe par rapport aux États-Unis, partant d'un niveau où l'Europe était un peu plus productive que les États-Unis dans les années 80. On est aujourd'hui à un niveau de création de valeur par heure de travail qui est à peu près de 75, selon les estimations, 75-80% du niveau américain. Donc on a perdu en 40 ans 20 points de productivité par rapport aux États-Unis. 20 points de productivité, c'est colossal, hein, c'est énormément
énormément d'opportunités qu'on perd et énormément de croissance économique et donc de prospérité, etc., qu'on n'a pas. Donc l'endroit où ça bloque, ce qui génère ce décrochage, c'est effectivement la capacité de l'Europe à créer de la valeur, à créer de l'innovation, pardon, et pas tellement à créer des idées ou pas tellement à créer même des innovations de rupture, mais plutôt à les adopter, à les transformer pour les diffuser de manière massive et avoir une politique globale de direction de l'innovation, comme on a eu pendant des décennies en Europe, en tout cas au niveau des différents pays d'Europe, et une politique d'adoption rapide de ces technologies par les entreprises. Tout à l'heure, on a parlé d'intelligence artificielle, c'est un exemple assez clair. Aujourd'hui, on a effectivement en Europe une capacité à produire cette technologie qui n'est pas au niveau de ce qui existe en Chine ou aux États-Unis, mais on peut essayer de se rattraper en disant que l'important pour l'économie, pour la croissance économique, c'est l'adoption de ces technologies. Ce qui est important, ce n'est pas que les entreprises produisent de l'IA, c'est évidemment quelque chose qui reste utile pour des questions de souveraineté, pour des questions d'adéquation à nos valeurs, pour des questions de régulation, etc. Mais en fait, ce qui est important et ce qui est le plus urgent, c'est que l'adoption se fasse rapidement et qu'on ne retombe pas dans l'écueil qu'on a connu dans les années 90 avec une adoption trop lente des technologies de l'information et de la communication, donc notamment de l'informatique, en Europe, qui nous a conduit à arriver à ce décrochage. Et pourquoi est-ce qu'on a eu cette adoption trop lente de l'informatique? En fait, il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est liée à nos capacités à transformer nos compétences sur le marché du travail. On a un marché du travail qui est assez rigide, qui a des vertus protectrices qui sont importantes, mais qui du coup ne favorise pas la reconversion, qui ne favorise pas la formation continue et qui du coup font que les compétences s'ajustent moins vite à la technologie que ce qui peut être le cas aux États-Unis. Et donc effectivement, l'élément principal qui est mis en avant par les entreprises pour expliquer pourquoi elles n'adoptaient pas les outils numériques, alors pas les grandes entreprises évidemment, mais les petites et moyennes entreprises en Europe, la raison était principalement de toute façon, je n'ai pas les compétences. Alors d'abord pour l'informatique et puis ensuite pour tous les services numériques du type cloud et puis après ce qu'on maintenant on appelle IA rétroactivement mais qu'on appelait machine learning, etc. Tous ces outils d'analyse qui nécessitent quand même une formation et qu'on ne mettait pas en œuvre de manière assez massive. La deuxième raison, c'est le manque parfois d'infrastructures publiques. Alors là, on voit que sur l'IA, on a pris le sujet vraiment à bras-le-corps. On essaie de développer les infrastructures. Mais pour le numérique, c'était un sujet, notamment dans les pays d'Europe du Sud. Donc les entreprises expliquaient que si elles n'adoptaient pas ces services numériques à cause du manque d'infrastructures. Donc désolé pour cette longue réponse à la question, mais effectivement, pour arriver à innover et pour arriver à adopter les innovations, il faut voir toute la chaîne. Et donc, pour revenir aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on est capable d'inverser le déclin de notre niveau d'éducation qu'on a en France de manière à ne pas être pénalisé pendant encore des décennies sur des compétences scientifiques qui limitent et ralentissent l'adoption de technologies. Et puis, si on arrive à régler une partie de notre problème d'éducation globale, on va dire, il reste la droite de la distribution au niveau d'éducation, qui en gros les ingénieurs, les inventeurs, les scientifiques. Est-ce qu'on est capable d'avoir une politique de formation de ces scientifiques, une politique de rétention de scientifiques en Europe avec des incitations qui leur permettent de ne pas partir outre-Atlantique ou dans d'autres pays pour aller développer leurs inventions et leurs idées, ce qui est effectivement, on l'a dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, qui est un sujet important en Europe. Et donc il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de effectivement réparer toutes les fuites dans la chaîne de production de l'innovation. Merci beaucoup. Vous évoquez donc la question éducative et aussi le problème des infrastructures. On pointe parfois la question de l'investissement dans la recherche et développement, ou plutôt du problème du lien entre la recherche universitaire et son application dans le domaine productif, ici qui est un enjeu important. On parle également des problèmes de gouvernance ou de structure de décision au sein des entreprises. Stéphane Dupré-Latour, vous qui êtes donc ici au sein d'un grand groupe public, donc EDF, au sein du département de recherche et développement, comment fonctionne déjà ce département? Quelle est la structure de sa gouvernance? Et deuxième élément de la question, quelles sont les innovations portées justement par EDF et comment sont-elles financées? Bon, ça fait beaucoup de questions en une question. Si vous me permettez, je vais faire une petite digression sur EDF pour bien vous faire comprendre en fait la suite de mon propos qui pourra peut-être vous surprendre. Alors EDF, c'est une entreprise qui est évidemment très connue. J'espère que vous la connaissez tous, vous êtes peut-être tous clients.
Elle est plutôt aimée et appréciée, c'est ce que nous disent les sondages, mais elle est aussi très méconnue dans son fonctionnement interne. Et donc ce détour va vous comprendre pourquoi je vais vous parler de l'innovation de manière peut-être un petit peu différente. Alors d'abord, le sujet, je vais vous parler de différents contrastes. Le premier contraste, c'est que l'énergie, c'est un sujet technique, hein, d'ingénieurs, etc., qui repose sur du réel, hein, on n'est pas sur des choses fantasmagoriques, hein, mais ça a aussi une dimension politique très forte. Bon, ça, vous le voyez tous les jours. Alors c'est complètement normal, parce que c'est vital, parce que c'est au cœur de nos sociétés, parce qu'il y a de la géopolitique qui intervient, et c'est même polémique, hein, c'est soumis à des controverses, le nucléaire, les éoliennes, les voitures électriques, et puis on a des controverses internationales avec le fameux drill, baby drill de Trump qui relance le gaz. Ça a une dimension sociétale, puisqu'on parle de sobriété, c'est aussi des questions de représentation, parce que quand on parle de gigawatts, de kilowattheures, je sais pas, qu'est-ce que les gens savent ? Qu'est-ce qu'ils en tirent? Et puis, il y a aussi donc ces deux questions de fantasme parfois. Et puis, il y a la notion du risque qui a été évoquée tout à l'heure. Et la perception de chacun du risque peut être différente. Et puis, il y a une dimension sociale, parce que derrière tout ça, au final, il y a la facture des ménages et la compétitivité des entreprises. Donc, c'est des fondamentaux, voilà, aujourd'hui. Alors, je vais vous surprendre, mais je vais vous citer... Pour montrer cette ambivalence, la fameuse phrase de Lénine en 1920 qui disait « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité ». Bon. Donc on voit bien qu'il associait complètement la politique et l'énergie. Ok. On pourrait avoir une autre formule pour un autre type de fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui. Alors l'autre contraste aussi, c'est qu'EDF, c'est à la fois un très gros producteur d'électricité bas carbone. Bon, donc on parle de 420 millions de kilowattheures produits, donc avec un grammage en CO2 de 10, là où l'Allemagne est à 320. Bon, vous voyez la différence. Donc c'est très gros, un des plus gros. C'est aussi un fournisseur de détail. On va compter en wattheures chez le client. Et puis on est aussi fournisseur de services, et puis de services de flexibilité. On stocke avec l'hydraulique, on exporte, on transporte, on distribue. Bref, c'est à la fois de l'industrie et du service. Et d'ailleurs, on a bien ou mal à nous classer dans un code NAF, parce que, en fonction des établissements, ben, soit c'est très immatériel, soit trop matériel. C'est le deuxième contraste, c'est qu'en fait, EDF, c'est des actifs réels. Hein, vous pensez donc aux centrales, aux barrages, aux champs éoliens et solaires, le réseau électrique. Donc, c'est des gros objets qui durent des dizaines d'années. D'accord, parfois une centaine d'années pour un barrage. Et en même temps, c'est complètement immatériel, parce que l'électricité, c'est une onde électromagnétique chez vous. Donc, vous ne voyez pas les électrons. D'ailleurs, on ne vous fournit pas d'électrons. On fournit une onde. Et puis, c'est immatériel, mais c'est universel, c'est vital. C'est même totalement banalisé, voire commun, voire sans valeur. Il faudrait que ça soit gratuit, certains disent. Et en fait, je vais prendre une formule, c'est que la fée électricité est totalement désenchantée. Alors vous voyez, là, quand je parle de la fée électricité, je fais référence à un imaginaire qui va correspondre plutôt au début du XXe siècle, Belle Époque, Années folles, etc. Et à l'époque, l'électricité, c'était vraiment le progrès. C'est-à-dire que l'électricité a remplacé la vapeur dans les usines, le charbon, le bois, le gaz de ville. Et j'utilise le mot progrès à dessein parce que vous avez peut-être entendu souvent Étienne Klein faire la différence entre innovation et progrès, et voulant donner ces lettres de noblesse au mot progrès, qui a été un peu abandonné au profit d'innovation, qui a une dimension un petit peu, je dirais, un peu terre à terre parfois. Donc on parle, voilà. Mais dans la notion de progrès, il y a la notion que l'innovation, elle apporte aussi un progrès social. Voilà. Donc la fée électricité, elle n'est plus là. Y aura-t-il une deuxième fée électricité? Je l'espère, puisque l'autre contraste, il est temporel. C'est que, et ça va déterminer complètement la vision d'innovation, c'est qu'on a une échéance, 2050, neutralité carbone, c'est-à-dire 25 ans. Or, la diffusion des technologies, c'est quelque chose qui n'est pas instantané, ça va plus ou moins vite, mais en gros, ça se compte en dizaines d'années. On vous regarde tout, vous voyez le développement de l'automobile, du pétrole, des téléviseurs, etc. Et donc en 25 ans, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, remplacer tous les fossiles, charbon, pétrole, gaz, dans les usages. L'électricité aujourd'hui, ça représente un quart de l'énergie consommée, et dans 25 ans, ça doit représenter 3 quarts, à peu près. Voilà. C'est-à-dire que le système électrique, il va croître lui-même de 50%.
Donc c'est une transformation radicale, pas chez EDF, mais chez tout le monde, chez vous, parce que c'est une question de mode le mode de transport, la voiture, votre mode de chauffage, etc. Mais c'est aussi une évolution dans les process industriels, dans l'industrie. Et donc, la dimension du temps est absolument essentielle en approche d'innovation. C'est-à-dire que notre avenir, pour les 25 ans qui viennent, et même si peut-être ces 25 ans vont devenir 30 ou 35 selon les discussions sur le climat, parce qu'aujourd'hui, la trajectoire, on a pris tellement de retard qu'on voit mal comment la réaliser telle que prévue. Mais on est sur des problématiques d'abord de diffusion des innovations, d'innovation mature. Et ça, c'est à court terme 85% du chemin et 60% du chemin à terme des 25 ans. Ça, c'est l'AIEA qui le dit. Et le reste sera fait en gros à 30% par des solutions qui aujourd'hui sont encore au stade de démonstration. Par exemple, les batteries tout solides, ou qui sont encore trop chères, par exemple l'hydrogène, et qui doivent encore progresser pour pouvoir être diffusées. Ce serait une erreur majeure d'essayer de diffuser, de déployer par force des choses qui ne sont pas matures, parce que soit techniquement il y aura un problème, soit ça va coûter très cher. Et le reste est composé de changements de comportement, changements comportementaux. L'AIEA dit 10%, et les changements comportementaux, c'est comme les changements technologiques, ça prend du temps, c'est des dizaines d'années. Hein. On ne change pas la manière de manger, ce qu'on mange dans nos assiettes, parfois c'est une génération entière. Voilà. Alors ces proportions que j'ai indiquées, 60-30-10, elles peuvent être discutées. Hein. Il y a des gens qui poussent plutôt l'aspect comportemental, et puis après on peut discuter, mais ça vous donne en gros les masses. Alors ça va déterminer complètement comment nous on est organisé à la R&D. Donc je viens à votre question après mon petit détour. La R&D d'EDF, c'est une R&D appliquée, une R&D industrielle qui est répartie entre la maison mère à 2/3 et puis elle a des filiales, Framatome et Enedis. Ça fait à peu près 750 millions ensemble. La R&D où je suis, c'est une R&D à 500 millions d'euros, 2000 personnes, 31% de femmes. C'est tout petit en fait. Si vous comparez avec d'autres R&D, d'autres groupes, c'est pas énorme. Et il y a une explication, c'est qu'EDF, c'est d'abord un systémier, c'est un ensemblier, c'est-à-dire qu'on assemble des briques qui ne sont pas faites par nous, soit au travers du réseau électrique, par exemple, on va avoir des différents composants qui viennent de chez Schneider, Siemens, ABB, etc., ou dans les gros chantiers, imaginez des barrages ou des centrales nucléaires, ou même des centrales éoliennes, où ce sont des éléments qui sont assemblés, et tout le savoir-faire, c'est d'arriver à bien les choisir, les qualifier, de façon à ce que quand on va les déployer, on ne se trouve pas avec un problème générique à devoir reprendre toutes les éoliennes ou retravailler sur toutes les centrales, etc. Voilà, il y a 1 450 000 lignes de lignes électriques, et puis tout ça ne compte pas, ce qui va être très important dans l'évolution, c'est tous les objets de la maison qui vont évoluer. Je parlais de votre voiture, pompe à chaleur, etc. Alors, d'où la gouvernance de la R&D. Et la gouvernance, c'est une gouvernance matricielle, avec des programmes d'un côté, des programmes thématiques, et des départements disciplinaires. Alors, les programmes, eux, ils sont orientés vers les grands axes d'évolution du système énergétique et nos grandes divisions métiers. Donc, on va trouver l'électrification des clients. Ça, il y a un programme, le bâtiment, industrie, mobilité, agriculture, le renforcement des réseaux pour avoir plus de résilience, de flexibilité, de stockage, l'augmentation de la production, que j'ai énoncé, sur les hydrauliques, le renouvelable et le nucléaire. Et puis, on a un programme qui est celui que je dirige plus pertinemment, sur l'utilisation du digital dans tout ça. Et vous allez y retrouver, bien sûr, l'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité, la simulation, les télécoms industriels, etc. Je passe vite. Tout ça fait qu'on a environ 400 projets qui sont sur chacun de ces sujets. Les départements, eux, ils sont disciplinaires et ils sont tournés vers les académiques. Parce qu'on va retrouver des équipes de mécaniciens, d'hydrologues, de sismologues, des sciences humaines et sociales, des matheux pour l'optimisation, du génie civil, des télécoms, de l'électronique, de l'électromagnétisme, etc. Je vous passe, il y a à peu près toutes les sciences. Il y a même aussi un peu de biotech. Et là, ils vont être connectés au monde académique. Et là, ça parle bien de ce point de vue-là. Et donc, ces experts, ces chercheurs sont en lien. On a 19 labos communs, 300 partenariats de coopération. Et ces chercheurs disposent d'installations expérimentales, 70 bancs d'essai,
Il y en a, je sais pas, par exemple pour la recharge des camions électriques à très haute puissance, pour l'évolution d'un cours d'eau en amont d'un barrage, etc. Et il dispose d'un support informatique avec des puissances de calcul, des supercalculateurs, des clusters spéciaux pour l'IA, et puis des supports sur la propriété intellectuelle, la contractualisation, etc., là, qui sont aussi chez moi. Voilà. Et puis on dispose de centres internationaux parce qu'on l'a évoqué, c'est évoqué, je crois, tout à l'heure, la Chine, les États-Unis, c'est très important. Donc on a 6 centres internationaux, un en Chine, à Singapour, Californie, Allemagne, Angleterre, Italie, pour voir absolument ce qui se passe dans le monde des clean tech et de l'énergie partout dans le monde. Et elles font de la veille surtout, et puis certaines compétences particulières. Par exemple, en Allemagne, c'est le centre de compétences hydrogène et le centre de compétences géosciences. Voilà. Et donc notre financement, pour venir au financement, il faut qu'on gère le court terme et le long terme. Et donc, dans une entreprise, il y a des métiers qui ont des préoccupations immédiates à 2-3 ans, et puis il faut qu'on prépare l'avenir. Et donc, c'est réparti à peu près comme ça. On a 65% de nos programmes qui sont commandités par nos métiers. Les métiers ont en interne des enveloppes, et nous disent, écoutez, je mets mon argent sur tel sujet pour que vous m'aidiez opérationnellement. C'est ce qu'on appelle les problématiques commanditées. Et puis, la R&D a son enveloppe à elle pour ce qu'on appelle le corporate, c'est-à-dire la préparation de l'avenir. Donc là, on va être sur des verrous scientifiques ou technologiques plus lointains et sur les fameuses technologies que j'évoquais qui ne sont pas matures. Je prends un exemple, le calcul quantique. Aujourd'hui, c'est une promesse, c'est prometteur. Il n'y a pas un métier qui va nous commander une application quantique parce que ça n'existe pas. Donc on le fait en corporate et on fait avec des startups, avec des académiques. On essaie de porter des algorithmes d'optimisation sur les quelques qubits qui existent. Là, on peut dire qu'en France, il y a un matière riche. Voilà, donc ça fait... Et puis voilà, puis on a 10% qui sont des subventions et des prestations. Alors, est-ce que je continue sur la suite de vos questions? Parce que vous aviez une question sur les innovations qu'on portait. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle ou tout à l'heure. Peut-être juste après, on va faire circuler la parole justement pour faire la transition, puisque vous évoquiez la question du financement en fait, de l'innovation. Ici, donc, Jean Schmitt, pour vous, est-ce un problème de financement justement des scale-up, c'est-à-dire ces entreprises de taille moyenne qu'il faut faire basculer à échelle? C'était évoqué en fait dans la conférence précédente. Il y a suffisamment de start-up en Europe et notamment en France, mais le problème c'est le basculement à l'échelle, c'est-à-dire devenir de grandes entreprises qui pourraient concurrencer les grandes entreprises américaines et chinoises. Que pouvez-vous nous dire sur ces enjeux? Oui, là, on est dans une situation qui est toute simple. Si vous regardez sur 15 années à peu près, les Américains ne font plus beaucoup d'efforts pour augmenter le financement du très early stage, donc des startups, et les Européens, mais les Japonais, les Coréens, les Canadiens ont augmenté massivement leur montant investi par rapport à leurs moyens dans le domaine des startups. Donc on a créé un espèce d'inventaire assez important de startups. Donc on a rempli un entrepôt de start-up dans tous ces pays-là. Puis maintenant, on se heurte à un autre problème qui est, on en a plein. En plus, on veut les garder en vie pour des raisons étranges. Et donc, elles sont là et on les surfinance quelque part. On ne les laisse pas mourir comme ils devraient le faire. Mais on ne finance pas leur cause des meilleures qui devraient devenir très grandes. Donc ça, on le voit de façon très claire dans les chiffres aussi. Dans les 15 dernières années, l'écart entre le financement du capital croissance, donc de la croissance des entreprises, et puis entre les États-Unis et le reste du monde n'a cessé d'augmenter. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on explique « oh là là, c'est terrible, on n'est pas innovant » ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Si vous regardez l'Europe en tant que si vous regardez l'inventaire de sociétés entre 50 et 500 personnes qui ont au moins un brevet et qui sont des sociétés de deep tech, vous en trouvez à peu près, si j'ai bien fait les comptes, 5000 en Europe et vous en trouvez 4800 aux États-Unis. Donc, ce n'est pas ça notre problème. On en a plein des sociétés innovantes. On en a plein des sociétés qui ont inventé des choses et qui le commercialisent. Notre petit problème, c'est qu'il n'y a pas un sou qui va les financer pour qu'elles deviennent des grandes entreprises. Ça, c'est le fond du souci de la création de sociétés qui deviennent des sociétés essentielles pour notre économie. Il y a plein de choses qui nous empêchent de grandir. Je vais aller vite là-dessus, mais par exemple, j'ai entendu le mot licorne. Mais c'est un enfer, ce mot. Donc, on n'a pas arrêté d'expliquer qu'il fallait des sociétés qui valaient 1 milliard. Pourquoi ? D'ailleurs, elles valent 1 milliard parce que moi, j'ai l'impression que si on veut les vendre pour 1 milliard, ces boîtes, il n'y a personne qui les achète. Donc, elles ne valent rien du tout. Et
on n'arrête pas de se raconter des bobards au lieu de regarder les choses qui sont sérieuses. Donc ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires, ce qui compte, c'est de faire des profits un jour ou d'avoir la capacité à faire des profits très importants. Ce qui compte, c'est pas d'utiliser des noms de comptes d'animaux magiques pour des histoires pour enfants pour qualifier des entreprises dans lesquelles il y a des vrais humains qui travaillent. Donc c'est honteux ce genre de phrase. Oui, j'aurais été content d'être appelé un rhinocéros si j'étais un entrepreneur. Mais alors une licorne, franchement, je trouve ça vexant. Compter les licornes dans un pays, c'est quand même un truc complètement ridicule. Donc, on se complaît dans ces choses-là parce que c'est du storytelling qui fait oublier nos échecs, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est financer nos succès. Ça, en revanche, on le fait moins. Donc, pour vous donner un état de la chose, en Europe, aujourd'hui, il y a combien de fonds d'investissement qui financent de la croissance en technologie ? On a 4. Le plus gros en Europe, avec un facteur 4, c'est Jolt Capital. On est 4 fois plus gros, alors qu'on a notre dernier fonds, c'est un fonds d'1 milliard. C'est ridiculement petit. Et on est 4 fois plus gros que notre compétiteur. C'est absurde. Donc, on ne sait pas, et c'est ce que le rapport Draghi expliquait très bien d'ailleurs, on n'investit pas dans la croissance de nos entreprises. C'était évoqué également en fait à la conférence précédente la question de la prise de risque en fait au sein de l'Union européenne et la question des mentalités. Peut-être vous ici d'abord Antonin Bergeaud, avant de vous redonner la parole Jean Smith, sur cette question du rôle des mentalités dans l'aversion au risque qui pourrait exister au sein de l'Union européenne, ce qui se traduirait justement dans la structure de financement ici des entreprises innovantes. Est-ce que vous pointez ça aussi dans vos travaux sur la question des freins à l'innovation ? Alors, je pense que c'est difficile de savoir si c'est vraiment une aversion au risque ou si c'est plus qu'on est dans un paysage institutionnel en Europe qui récompense assez peu le risque et qui, du coup, nous a enfermés dans une forme d'aversion un peu subie. Je ne sais pas si, d'ailleurs, on peut avoir la réponse à cette question. En fait, il faudrait vraiment convoquer d'autres sciences humaines pour savoir, mais le fait est qu'aujourd'hui en Europe, on a plusieurs éléments qui vont un peu dans le sens de l'idée qu'on est très averse au risque et qu'on va souvent attendre avant de réagir à une révolution technologique comme celle au pluriel qu'on est en train de vivre. Donc déjà, il y a la manière dont on utilise notre épargne. Ça a été un petit peu évoqué précédemment. Donc l'épargne des Européens, pas spécialement des Français, est très orientée sur des produits de type assurance vie, de type achat de livrets liquides ou qui sont assez peu fléchés vers le risque. Pourquoi ? Alors effectivement, il y a une question de rendement de ces actifs risqués qu'on pourrait acheter en Europe qui est assez insuffisant, mais il y a aussi, je pense, une question de culture aussi, d'aller placer son argent dans des portefeuilles qui n'ont pas une garantie en capital suffisante. Et donc ça, évidemment, en bout de chaîne, ça pénalise l'investissement dans l'innovation. Mais, excusez-moi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans la manière dont on prend du temps pour adopter les technologies. On voit aussi ça dans nos régulations. Avec le numérique, on a vraiment tout un ensemble d'éléments qui montrent bien que quand on a l'arrivée d'une technologie en Europe, la première chose à laquelle on réfléchit, c'est quoi le danger, c'est quoi les risques de cette technologie, et on va aller réguler. Et on va se prémunir contre ces risques. Ce qui n'est pas quelque chose de négatif. Je pense que d'ailleurs c'est important qu'il y ait au moins une région dans le monde qui réfléchisse un petit peu à quels sont les risques liés à l'intelligence artificielle et aux données. Le problème, c'est que la manière dont c'est fait et la manière dont c'est imposé fait qu'en fait, on va énormément protéger le consommateur, on va assez peu protéger les entreprises. Et donc, si statiquement, on peut se dire que c'est plutôt une bonne chose de protéger la vie privée, de réguler l'utilisation des données, en fait, dynamiquement, ça pose un problème parce qu'on va avoir des entreprises qui, justement, sont exposées à un risque de ne pas être en compatibilité avec ces régulations et qui vont peut-être être plus frileuses à innover et à investir, alors soit parce qu'elles sont étrangères et qu'elles ne vont pas aller en Europe développer leurs produits qu'elles développent aux États-Unis ou en Chine, soit si elles sont en Europe, elles vont développer ça ailleurs. Et donc le problème de l'effet de ces régulations, c'est que ça fait peser aussi sur nos entreprises européennes. Ça implique qu'elles ont plus de mal à trouver des financements. On voit avec l'arrivée de la RGPD, donc la régulation des données personnelles en Europe, en fait, la probabilité de recevoir un investissement d'un fonds américain en Europe baisse par rapport à avant. On le voit de manière très claire. Donc, il y a juste une redirection de l'investissement vers d'autres entreprises. Donc, en fait,
aversion au risque au sens large, elle nous pénalise. Et en définitive, le problème, et je vais finir là, c'est que si on reste coincé dans cette inaction liée à cette aversion au risque, en fait, parce qu'on a des valeurs qui sont ce qu'elles sont et qui sont encore une fois très très importantes, on va plus avoir de capacité de production d'outils technologiques qui sont compliant avec nos valeurs, et en définitive, on va devoir quand même acheter des produits produits aux États-Unis ou en Chine qui sont de toute façon pas complètement en accord avec nos valeurs. Donc, on va perdre sur tous les fronts. Jean Schmitt, sur cette question de la charge réglementaire et des mentalités. Je sais pas, je venais juste de dire qu'il y avait autant de sociétés avec des brevets qui font entre 50 et 500 salariés aux États-Unis et en Europe. Il y en a plus en Europe. Donc l'aversion au risque, c'est une légende urbaine. C'est un truc qu'on n'arrête pas de nous rabâcher à longueur de journée. Mais elle est où, cette aversion au risque? On a plus de sociétés innovantes en Europe qu'aux États-Unis. Alors elle est où, cette aversion au risque? Je la vois absolument pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus... Il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a une méconnaissance. Et là, l'épargne qui ne va pas vers les entreprises, ce n'est pas du fait des épargnants. C'est du fait des gens qui distribuent l'épargne. Donc, ce n'est pas John Doe en France ou en Allemagne qui a décidé qu'il avait une certaine aversion au risque parce qu'il veut mettre ses éconocroques dans quelque chose qui lui rapporte du 3,5% plutôt que de risquer de perdre. Ce n'est pas ça. Cet argent, il est placé. Et derrière, c'est la charge des gens qui collectent cet argent de distribuer cet argent dans différentes assets classes pour gérer le risque. C'est eux qui ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail parce qu'ils ont des ratios de risque à respecter qui sont particuliers. Donc évidemment, quand vous êtes une institution financière et qu'on vous demande de mettre beaucoup plus de fonds propres en garantie si vous investissez dans l'innovation que si vous investissez dans un truc très peinard, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez investir là où c'est tranquille. Et ce n'est pas de l'aversion au risque, c'est de la régulation mal faite. Et donc, ça c'est quelque chose qui nous pénalise. Aujourd'hui, on a à peu près 350 milliards d'euros par an d'épargne des épargnants européens qui vont aller financer les États-Unis. C'est ça notre problème. C'est qu'à la fin du compte, on finance nos compétiteurs qui reviennent avec des technos soi-disant mirobolantes en écrasant nos sociétés avec notre propre argent. Donc on est exactement dans une situation où vous avez quelqu'un qui possède un fleuve, qui a des terrains autour et qui dit « ils sont jaunes » parce qu'en fait, il passe son temps à vendre son eau à un autre type plus loin qui n'a pas d'eau, mais qui lui a un terrain très vert, évidemment, puisqu'il lui vend son eau. Et on lui dit « mais pourquoi tu n'arroses pas ton propre terrain ?» Je ne sais pas, parce que chez l'autre c'est vert, alors il me paye. Ça, c'est nous. Donc, comment faire pour être une colonie, mode d'emploi numéro 1, faire exactement ça? Donc, notre épargne ne finance pas notre innovation, elle finance nos compétiteurs qui vont nous fourguer leur cam. C'est tout, c'est ça notre problème, il est simple. On n'a aucune aversion au risque, on n'a aucun problème de technologie, on est en train d'inventer, on invente des tonnes de trucs, on est hyper bon. Notre capacité à breveter n'a pas diminué. On peut faire mieux, mais on ne manque pas d'innovation, on manque d'argent. Stéphane Dupré-Latour, allez-y. Oui, alors je voulais rebondir pour aller dans ce sens-là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais le dire tout de suite, c'est que dans le point de vue que je vous ai proposé tout à l'heure, en fait, ça revient à dire, je suis un peu désolé pour la formule un peu choc, mais s'occuper de l'innovation de rupture, ça devient une distraction pour l'Europe. Parce qu'on a l'impression qu'on court toujours après la prochaine rupture, et en fait, la logique derrière, c'est on vient de perdre le match, donc on prépare le match suivant. Voilà. Et donc on n'est jamais dans le match, en fait, alors qu'on n'est qu'à la première mi-temps. Et le défi, peut être même un aveuglement ou une démission. Je vais prendre quelques exemples concrets. Bon, nous-mêmes, on travaille sur et on regarde les batteries dites tout solides, qui est la nouvelle génération de batteries. Très bien, ça va être super. Mais aujourd'hui, ce qui se déploie, c'est les batteries lithium-ion, inventées par un Américain, Goodenough, à Oxford, en Europe, il y a 40 ans. Et la Chine, elle a 80% des capacités mondiales de fabrication des batteries lithium. Or, aujourd'hui, les batteries lithium, elles fonctionnent. C'est celles qui permettent de faire des voitures. La batterie tout solide, elle va permettre éventuellement de gratter sur les petits avions, de faire sur des bateaux, des camions plus forts. Mais c'est bien de parler du tout solide, mais si on ne parle pas de l'industrialisation en Europe, de faire nos propres batteries pour notre voiture, on est à côté de la plaque. Voilà. Pareil, pour le photovoltaïque, on a un laboratoire conjoint avec le CNRS, l'École Polytechnique et Total. EDF et Total dans le même labo. Ils mettent au point des cellules
dites perovskite en tandem, plus fort, plus ceci, etc. Aujourd'hui, on importe 90% de panneaux solaires chinois que nous subventionnons. Nous subventionnons les importations. Et donc, on peut avoir les meilleurs chercheurs du monde qui mettent au point, mais si derrière, il n'y a pas de l'industrie pour prendre cette innovation nouvelle et la fabriquer en objet, eh ben, tous ces brevets, toutes ces publications, elles iront en Chine, qui fabriquera les panneaux solaires tandem perovskite, qui reviendront chez nous subventionnés, parce que je rappelle que le photovoltaïque est subventionné par la CSPE, donc, et avec en plus un fort contenu CO2. Autre exemple, fusion versus fission. Ça, c'est le nucléaire. La fusion, enfin, s'il y a des scientifiques, c'est génial. Enfin, c'est le Soleil sur la Terre, tout ça, etc. ITER et tout. Bon, j'étais un acteur fort dans ITER. Bon, oui, mais la fusion, elle reste à démontrer. Il y a plein de startups, etc. Avoir un gros programme comme en Allemagne, fusion, on y met des milliards en disant je refuse la fission, c'est totalement absurde. Surtout que la fusion, c'est pas parce qu'on met des milliards dans quelque chose que ça va marcher. Hein. Il faut du temps quand même. L'argent ne commande pas la découverte ou la mise au point. Voilà. Donc voilà quelques exemples dans lesquels c'est le logiciel même de la Commission européenne et parfois de la France qu'il faut revoir. Et derrière, ce logiciel est en train de changer. Parce que tout d'un coup, et les noms étaient prononcés tout à l'heure par la directrice du Trésor, elle a parlé de politique industrielle, qui est un mot qui était absolument tabou et imprononçable il y a quelques années. Et on parle maintenant de souveraineté, de protectionnisme, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours dans lequel on va se laisser faire entre les États-Unis et la Chine. Dans le secteur de l'énergie que j'évoquais tout à l'heure, je peux dire la Chine, c'est 81% de toutes les capacités de tout. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les nouveaux actes, le Clean Industrial Deal définit un contenu local, 40% des besoins annuels en matière de production des technologies vertes, bas carbone, pardon, en Europe. Donc ça veut dire des aides publiques, des protections claires et nettes, et du financement par l'innovation de fonds, etc. Donc on a un logiciel qui est en train de se modifier. Mais il a fallu plusieurs années, plusieurs échecs pour se rendre compte qu'il fallait effectivement utiliser d'autres concepts que le concept d'innovation, de rupture, qui me paraît à dépasser. Il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas qu'il soit l'alpha et l'oméga de nos politiques d'innovation. Puisque vous évoquez la question des politiques économiques, nous y venons. On a dressé effectivement les blocages qui pouvaient exister au niveau de l'Union européenne. Passons justement aux solutions. Comment renouer ici avec les innovations, alors de rupture ou non. En tout cas, est-ce possible de rattraper notre retard technologique ? Il y a des éléments qui ont été mis en œuvre au niveau de la Commission européenne ces dernières années et qui sont en train de produire certains effets. Mais Antonin Bergeaud, sur cette question, quels sont selon vous justement les leviers par lesquels l'Union européenne peut renouer avec l'innovation? Et est-ce que les mesures mises en place par la Commission, depuis notamment la publication du rapport Draghi, vous semblent aller dans le bon sens pour permettre justement de renouer avec ces innovations? Alors peut-être pour peut-être clarifier un peu les choses, la question de savoir s'il y a un déclin technologique en Europe, parce qu'on n'a pas dit exactement la même chose. Moi je suis pas en désaccord avec il y a beaucoup de création et d'invention et d'innovation en Europe. Il y a énormément de start-up et effectivement, peut-être autant qu'aux États-Unis, je vous crois sur ce chiffre, sur le deep tech, mais quand on regarde l'ensemble, quand on regarde le nombre de brevets déposés en Europe par rapport aux brevets déposés aux États-Unis, corrigeons pour tous les biais qu'on peut imaginer, on a un décrochage dans les technologies dites high-tech qui est vraiment très très clair. Alors il est, pour être tout à fait précis, c'est le décrochage, il est aussi vis-à-vis de la Chine, c'est surtout la Chine en fait qui fait un peu décrocher tout le monde, mais on voit très bien effectivement une baisse en termes de capacité à produire ces fameux brevets très disruptifs et qui sont importants pour faire avancer la technologie. Donc là-dessus, et c'est un des points de départ aussi du rapport Draghi, on a doucement mais sûrement un décrochage qu'on voit un peu moins effectivement dans le décrochage scientifique. En Europe, on a encore l'exemple des batteries pourrait être répliqué dans plein de domaines. En fait, on a encore beaucoup de production scientifique qui vient alimenter derrière des technologies, mais des technologies qui ne sont pas toujours développées en Europe. Et donc, c'est un peu là qu'effectivement, il y a une fuite dans la chaîne de création de valeur.
Et donc je pense que la question qui doit se poser quand on met en place une politique d'innovation, c'est à partir du moment où on dépense beaucoup, puisque ça a été dit tout à l'heure, le secteur public dépense autant en Europe qu'aux États-Unis, est-ce que cet argent est vraiment alloué à l'endroit où il faudrait, cet argent public? Est-ce qu'il est en capacité de générer un effet multiplicateur dans l'investissement privé qui est ce qu'on peut voir aux États-Unis? Là, la réponse est clairement non, puisque effectivement, la différence de dépenses de R&D entre l'Europe et les États-Unis, c'est à peu près 1 point de PIB, donc c'est à peu près 200 milliards d'euros, c'est un peu plus qu'1 point de PIB par an, et c'est du secteur privé essentiellement. Le périmètre privé-public est quand même assez différent entre l'Europe et les États-Unis, mais c'est vraiment les entreprises qui dépensent moins. Donc, comment est-ce qu'on incite ces entreprises à dépenser plus? La première chose, c'est qu'effectivement, à nouveau dans le rapport Draghi, ce qui est mis en avant, c'est la taille du marché en Europe est insuffisante, puisque l'Europe est très fragmentée dans tout un tas de secteurs, et j'imagine dans l'énergie en premier d'ailleurs. C'est très difficile d'avoir une stratégie européenne comme si l'Europe était un seul marché, un seul pays. Donc, on a des politiques économiques nationales qui vont venir développer parfois des politiques industrielles, mais c'est revenu à la mode depuis assez récemment, mais qui restent essentiellement nationales. Et quand l'Union européenne essaye de mettre en place une politique industrielle commune sur les batteries, sur l'IA, etc., elle se confronte au problème que chaque État membre en fait, exige un retour national. Et ce retour national, il est complètement incompatible avec l'idée même d'avoir un marché unique. Donc, en fait, concrètement, si on veut construire des data centers, des gigafactories d'IA, l'idée derrière, qui est très simple, c'est de dire il y a des effets d'échelle et il vaut mieux avoir un très gros data center, il vaut mieux avoir un lieu dans lequel on met tous les scientifiques qui font de l'IA ou un grand nombre de scientifiques qui font de l'IA, des startups, des entreprises qui se regroupent plutôt que de saupoudrer. Mais si vous faites ça, où est-ce qu'on met ce lieu ? En Europe, et comment on décide? On va le mettre peut-être, je sais pas, au Danemark, aux Pays-Bas, dans des endroits où il y a déjà un écosystème, il y a déjà Non, il faut le mettre en France parce que productivité, l'électricité est décarbonée. et où on peut le mettre en France, voilà. Mais qui va décider ça? On peut trouver un système pour voter. À la fin, le retour, il va d'abord être national, il va d'abord être local, et après, dans plusieurs années, on aura un bénéfice européen. Mais vu qu'on n'a pas de transferts fiscaux entre États européens, vu qu'on n'a pas de rééquilibrage des gains de productivité qui viendraient d'une politique européenne commune, et ben pour l'instant ça bloque, et donc on fait une petite politique dans chaque pays, on fait un peu de saupoudrage, et donc on ne bénéficie pas de ces effets d'échelle. Donc ça, c'est hyper difficile de sortir de ça. Moi, j'ai pas la solution, parce que c'est vraiment des blocages qui sont profonds, mais peut-être que sur les technologies nouvelles, où il y a tout à construire, on peut essayer d'avancer par groupe de 2, 3, 4 pays, puis construire tout doucement comme ça a été fait par exemple dans l'aviation. Donc je pense que ça, c'est vraiment un blocage qui revient tout le temps quand on réfléchit à une politique d'innovation européenne. Sur cette question, peut-être Stéphane Dupré-Latour, justement, l'entreprise EDF est donc connue pour son positionnement dans des secteurs sur les énergies renouvelables ou le nucléaire. Comment EDF se positionne aujourd'hui justement vis-à-vis de ces technologies et quelles sont les difficultés rencontrées par EDF dans la compétition internationale au regard de ces secteurs technologiques? Oui. Alors, pour rebondir sur le propos qui vient d'être évoqué, ce que l'on voit, nous, apparaître en Europe, sur ces questions de localisation industrielle, de réindustrialisation, c'est ce qui aurait dû fait depuis longtemps, c'est d'essayer de rapprocher une politique de demande d'une politique d'offre et d'un market design. Je m'explique. Une politique de demande, c'est de dire demain, les voitures seront électriques et il faut mettre des pompes à chaleur et il faut mettre des panneaux solaires et des éoliennes, par exemple. Bon, ça, c'est une politique de demande. C'est programmé. En 2035, il y a une discussion sur le sujet. Et si vous le faites sans politique d'offre, ça a donné le PV. C'est-à-dire qu'il y avait une industrie florissante de PV en Europe, en particulier en Allemagne, qui a été annihilée délibérément, ce n'est pas une erreur, au profit d'importations chinoises. C'est-à-dire qu'on a continué à demander à installer des gigawatts de PV, et l'Europe s'est tout à fait satisfaite, l'Allemagne s'est tout à fait satisfaite d'apporter tout cela de l'extérieur. Voilà. Elle a renoncé sur les... Donc là, on dit, il faudrait que les entreprises augmentent leurs dépenses de R&D privées. Mais il n'y a plus d'entreprises. Donc vous pouvez toujours demander de multiplier le zéro, c'est zéro. Alors, le problème, c'est d'arriver à dire, non, il faut dire à un Chinois, vous venez installer votre usine en Europe, ou recréer des usines en Europe. C'est par exemple ce compte faire InnoEnergy. InnoEnergy, c'est une branche de l'Institut européen de technologie
qui en fait fonctionne sous forme d'une société dont des entreprises sont actionnaires, EDF est actionnaire, comme Engie, Total, le CEA, des universités, etc., et qui vise à recréer des usines en Europe. Donc par exemple, projet Holosolis dans l'est de la France. Vous avez aussi du ciment vert, des fertilisants verts, de l'acier vert, de l'acier propre, etc., avec des projets d'installation. Ils ne peuvent le faire. Donc c'est de l'investissement. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont à peu près certains d'avoir un débouché, d'avoir quelqu'un qui achète le produit. Et pour ça, il faut faire une différence entre un produit fabriqué en Europe et un produit fabriqué en Chine. On peut le faire sur la base de son contenu carbone. Et donc, ce que veut l'Europe établir dans son Clean Industrial Deal, c'est un label bas carbone et avoir la possibilité, dans les appels d'offres, privés ou publics, de faire une différence entre un produit venant de l'autre bout du monde, fabriqué dans une économie très carbonée, charbon, gaz, et un produit fabriqué chez nous. S'il n'y a pas de différence, s'il n'y a aucune protection d'aucune sorte, à ce moment-là, pourquoi voulez-vous que qui que ce soit investisse? Ce n'est pas très logique, ce n'est pas très cohérent. Et ça, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Et donc, ça rejoint nos difficultés. On a effectivement, dans le monde de l'énergie, une grosse rivalité entre les États-Unis et la Chine. Lisez le 15e plan quinquennal là, qui vient d'être adopté avec toutes les ambitions technologiques et industrielles de la Chine. C'est mis explicitement. Quant à Trump, il est tout à fait explicite aussi sur ce qu'il dit. Bon, il le dit avec un style un peu spécial, mais voilà. On a nos programmes en France et nos limitations, elles sont d'abord humaines et financières, pour EDF en tout cas. Parce qu'on a un gros programme à réaliser en France de 6 EPR, de réacteurs EPR plus les dernières. Le nucléaire, c'est un fruit d'une innovation de rupture. Ça a commencé par Becquerel avec la radioactivité, n'est-ce pas? Puis ensuite Einstein avec l'équivalence entre l'énergie et la masse. Puis la découverte de la fission nucléaire par Lise Meitner, puis la réaction en chaîne. Et les premiers brevets de réacteurs étaient déposés par Jules Curie juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà une grande réussite fondée sur des découvertes de physique fondamentales. Voilà. Donc le réacteur, nous, on a une limitation qui est humaine et financière. Et après, pour tout le reste, on est quand même dans une complexité française et européenne qui est affolante. Je dirais, bon, je passe sur les hésitations, les stop and go, etc. Mais vous avez aujourd'hui une multiplication d'organismes, même les programmes entre les stratégies nationales d'innovation, les axes de France 2030, la stratégie nationale de recherche en énergie. Alors c'est à chaque fois une vingtaine ou une trentaine de thèmes. C'est pas tout à fait les mêmes, ils sont pas coordonnés parce qu'on a des ministères différents et que ces ministères ne se coordonnent pas. C'est ça la raison. Et c'est pareil en Europe. Vous avez différentes directions générales, chacune voulant bien faire et chacune ayant son initiative. Et c'est parti pour avoir des organismes de financement. Alors on a le European Innovation Council, et puis l'European Energy Fund, et puis la Banque européenne d'innovation qui veut faire un fonds innovation et une banque d'électrification. Tout ça, c'est très bien, mais ça multiplie le nombre d'acteurs qui interviennent. Donc il faut des gens pour les coordonner, donc des strates. Et ça, je suis désolé, mais... alors, voilà, une entreprise comme EDF, elle sait gérer ça. On est gros, donc on a un bureau à Bruxelles, des gens spécialisés pour aller chercher des subventions, qui font appel à des cabinets spécialisés pour répondre au mieux aux demandes de la Commission. Au niveau français, on a aussi nos cellules pour parler avec les pouvoirs publics, etc. Donc on finit par la gérer, cette complexité. C'est possible pour EDF, mais du coup, c'est plus possible pour des entreprises plus petites, qui soit y renoncent, soit vont chercher ailleurs de l'écoute. Et ça, il faut en parler quand même. Dans le système d'innovation, aujourd'hui, il y a trop d'acteurs. On est à Saclay, le nombre d'acteurs, tous très sympathiques, tous voulant tous bien faire. Alors nous, on a une cellule, donc on les connaît tous. On est appelé quand il faut. Mais c'est d'une complexité incroyable à gérer tout ça. Et c'est une déperdition d'énergie considérable. Voilà. Et donc saupoudrage, etc. Donc là, on a une perte d'efficacité. Donc c'est le market design, là, cette fois-ci, c'est-à-dire le marché, c'est la confiance. Et la confiance n'est pas là. Il faut recréer de la confiance en ayant des axes clairs, des acteurs qui sont bien positionnés, et un minimum d'administration et de para-administration. Et puis, il faut prendre en main notre destin. Si on laisse faire les États-Unis et la Chine, effectivement, ben on refera un colloque comme celui-ci dans quelques années, puis on constatera qu'on a des très bons chercheurs, des prix Nobel, etc., et puis que ça n'embraye pas du côté de l'industrie, qu'on importe. Aujourd'hui, il y a plus de CO2 émis par les biens qu'on importe que les émissions domestiques. On regarde nos émissions domestiques, elles diminuent, super, mais avec toutes nos importations, l'empreinte de la France,
c'est à 52% ou 54%, je crois, de nos importations. Il faut se poser des questions quand même. Merci beaucoup. Jean Schmitt, justement sur ces questions donc, de technologie, selon vous, en tant que gérant d'un fonds d'investissement, quelles sont précisément les technologies stratégiques dans lesquelles l'Europe devrait prioritairement investir pour justement renforcer sa souveraineté, sa compétitivité industrielle? Et j'ajoute une question ici par rapport à cet enjeu. Comment expliquer, selon vous, que certaines technologies à forte visibilité médiatique, donc les IA grand public ou les NFT par exemple, attirent beaucoup donc les investissements, alors que des secteurs fondamentaux, les semi-conducteurs ou le diagnostic médical par exemple, restent en retrait? Je vais peut-être commencer par la fin. Pourquoi on entend tout le temps parler de blockchain, alors que c'est juste une petite techno, hein, c'est pas quelque chose de très impressionnant. Pourquoi on entend parler de NFT? Vous avez tous vu que des sociétés comme Sorare ont levé beaucoup d'argent, alors que c'est une abomination cette société, hein. C'est une société qui vend des cartes Panini aux enchères à des pauvres gens. C'est honteux. Et il y a des gens qui sont très fiers d'investir dans ces horreurs. C'est des sociétés vaines, si vous voulez. Et pendant des années, les sociétés grand public qui ont été créées en Europe, c'était passe-moi-le-sel.com et j'importe de la cochonnerie chinoise.fr. Et les gens considèrent que c'est une bonne façon de créer l'Europe. Donc c'est très perturbant. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que ce narratif de la licorne, ce narratif de la Startup Nation, etc., on crée toute une catégorie de gens qui n'y comprennent pas grand-chose, donc des politiciens, des journalistes, mais qui en revanche sont des caisses de résonance et qui ont défini le succès de façon complètement biaisée. Et ça a envoyé plein d'entreprises et plein d'entrepreneurs dans des voies sans issue. Donc c'est un peu ça. C'est un narratif qui a été mal fait, qui a été très médiatisé et qui a mené les gens à faire un peu n'importe quoi. Donc c'est grave parce que beaucoup de venture capitalistes en Europe ont cru que c'était la voie et du coup vous n'avez plus d'investisseurs ou très peu d'investisseurs capables d'investir dans les vraies technologies, du semi-conducteur, pas les petits objets qui brillent, les trucs qui font que le pays fonctionne ou l'Europe fonctionne. Et ça c'est un énorme problème qu'on ne va pas résoudre en 3 ans. Parce que des investisseurs qui investissent dans de la tech aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, si on va maintenant sur la question, quelles sont les technologies? Alors, il y a 2 questions là-dedans. Il y a la souveraineté. On va éviter la question du souverainisme, hein, donc l'idée de faire qu'on va faire tout nous-mêmes, bon, ça évidemment, ce serait dans un monde idéal et merveilleux, mais en souveraineté, c'est l'idée de dire je possède des bouts de value chain très complexes et ce bout que je possède fait que je suis indispensable. Donc on a tous en tête l'exemple d'ASML qui va faire ces machines sans lesquelles c'est pas possible de faire une puce à moins de 2 nanomètres. Donc c'est un bout de souveraineté pour l'instant qui va peut-être pas durer puisque les Chinois sont en train de faire eux-mêmes une technologie équivalente pour pouvoir être indépendants des Européens. Et des Américains qui dictent aux Européens leur comportement. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Alors, les grandes technos qui nous intéressent en tout cas, c'est le semi-conducteur en priorité. Puisque ça ne nous a pas échappé, l'IA sans le semi-conducteur, ça n'existe pas. On parle d'IA très consommateur en énergie. Enfin, si on faisait des puces qui consommaient moins d'énergie, d'ailleurs on l'entendait de la part de la personne d'IBM tout à l'heure, faire une puce qui consomme 1000 fois moins d'énergie, ça rendra le problème énergétique moindre en matière d'IA, surtout que l'essentiel de la consommation en IA n'est pas consommé pour faire de l'IA. L'apprentissage, c'est peu d'énergie. Ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est les inférences, c'est-à-dire le fait de poser des questions à l'IA. Et là, elle n'apprend rien du tout, l'IA. Donc, si vous voulez, on est dans un problème où on va réussir à faire des choses miraculeuses en semi-conducteur. Il faut qu'on fasse partie de la bande. En Europe, en semi-conducteur, on est tout nu. Il nous reste quelques sociétés, mais qui ne sont pas du tout dans les domaines les plus innovants. Si vous prenez Infineon, ST Micro, NXP, etc., ils font les petits machins à côté. Mais la grosse puce
qui va être capable d'être en dessous de 2 nanomètres et qui est capable de faire des méga calculs, celles-là, il y a l'impossibilité de les créer en Europe. Donc au départ, je dirais qu'il nous manque cette fab à 2 nanomètres dont on a tous besoin et qui autour d'elle créerait tout un tas d'écosystèmes qui permettraient de faire d'autres choses encore. Cette fab à 2 nanomètres, tout le monde nous explique oh là, c'est impossible, on ne peut pas la faire, ça coûte des centaines de milliards. Je sais pas, les Japonais, ils ont créé une boîte qui s'appelle Rapidus il y a 5 ans, ils ont mis 14 milliards, ça sort des puces, à moins de 2 nanomètres. Donc ça n'a pas l'air si cher que ça. Pour donner un ordre de grandeur, 14 milliards, ça paraît beaucoup d'argent, mais c'est les pertes d'OpenIA dans le premier semestre. Parce que tout le monde pense que c'est une boîte super successful, il ne faut pas oublier que ça perd plusieurs milliards par mois. Donc, en revenant sur ce côté, le semi-conducteur, vous avez des choses très chères, donc les fabs, vous avez des choses pas chères. Par exemple, faire du packaging, donc mettre des petits bouts de puces ensemble et bien les interconnecter comme il faut, donc ce qui s'appelle du smart packaging, ou utiliser ce qui s'appelle des chiplets. Ça coûte pas cher, c'est 300-400 millions pour faire une fab. Pourquoi on n'en a pas? Pourquoi? Parce que, alors nous, en tant que Jolt, je peux vous dire que ça, on va le financer. On va le financer, c'est des éléments essentiels de notre souveraineté. Si vous allez sur d'autres domaines qui est celui des matériaux, on parlait de batterie, mais vous avez beaucoup de challenges sur les matériaux. Les aimants, c'est un véritable problème. On a besoin de terres rares pour des aimants, mais on peut faire des aimants sans terres rares. On peut avoir d'autres technologies sur des matériaux, des céramiques très particulières, des matériaux biocompatibles. Et là encore, vous avez énormément de recherche qui est faite et c'est un domaine de souveraineté majeur. C'est un domaine de monopole de certains pays aujourd'hui, et se défaire de ces monopoles, c'est par l'innovation qu'on y parviendra. Vous avez d'autres domaines qui sont plus simples. En IA, je n'ai pas parlé d'IA parce que je ne suis pas sûr que le fait d'avoir un LLM soit si essentiel que ça. C'est une technologie assez banale. Ce qui est intéressant, c'est de ce qu'on en fait. Donc, dans le domaine de la santé, par exemple, où les données n'ont pas été volées mais bien acquises, on peut faire des choses extraordinaires avec de l'IA. Et là, on attend beaucoup d'innovation. On attend beaucoup d'innovation aussi sur des secteurs liés à l'énergie. Alors, bien sûr, pas dans les infras qui sont le propre des grands groupes, mais il y a beaucoup de choses dans le domaine qu'on appelle les virtual power plants et l'utilisation du logiciel pour faire de l'optimisation énergétique, où là, il y a beaucoup de choses à créer. Vous avez en permanence des centaines de milliers de voitures électriques qui sont connectées. Ça représente probablement une dizaine de centrales nucléaires en ligne qu'on n'utilise peut-être pas et qui sont là en train de dormir sur un parking. C'est tentant quand même d'aller prendre un peu d'énergie là-dedans quand on en a besoin pour faire du peak shaving ou différentes autres techniques de gestion de réseau. Donc tous ces domaines-là, c'est des domaines sur lesquels la souveraineté de l'Europe peut s'affirmer. Si on avait les meilleurs softwares au monde de VPP, si on avait des fabs qui soient bien développés en semi-conducteurs, si on avait une régulation à peu près correcte sur les medical devices, on pourrait faire des miracles. Je pense que ça fait des grands domaines avec les matériaux et le software technique que j'oublie toujours mais qui est important. Faire un ERP, on s'en moque, mais faire un logiciel technique qui est capable de faire de la simulation, par exemple complexe, ça on s'en moque pas du tout. Ça c'est les ferments, c'est les bases de notre souveraineté pour moi. Merci beaucoup. Je vous laisse rebondir, Stéphane Dupré-Latour, et je dis simplement que vous pouvez donc poser vos questions en ligne, et ensuite il restera donc 10 minutes pour les questions à la salle. Pour des spécialistes en technologie, on a une tâche qui est difficile, c'est d'arriver à distinguer la vraie rupture, la vraie évolution du hype. Ce que j'appelle le hype, c'est-à-dire une espèce d'enthousiasme exubérant, etc., les modes et tout ça. Et le monde est ainsi fait qu'il y a beaucoup de modes, d'un coup quelque chose qui prend. Et je ne sais pas si vous connaissez le cycle de Gartner, qui est une courbe qui montre qu'au début, ça émerge, puis tout d'un coup, il y a une espèce d'enthousiasme qui se fait, donc arrive l'argent, arrive la lumière médiatique, arrive le fantasme, et on imagine, on tire des courbes et on imagine qu'on change le futur. Et puis après, il y a un peu de désillusion, c'est un peu la vallée de la mort, et puis si c'est une bonne technologie, ça remonte et il y a bien une application réelle. Et ça, moi, c'est mon quotidien tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, je suis à l'affût de la rupture. J'ai dit que c'était, il fallait. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas le seul logiciel, mais en me disant, mais est-ce que c'est pas en train de révolutionner le monde de l'électricité? Bon, et la
plupart du temps, en fait, non, et on a une bonne courbe du hype, ça redescend. Bon, l'hydrogène est typique de ça, c'est un cycle récent, hein, le soufflet redescend, et nous, on est plutôt en train de se dire, l'hydrogène, ça va pas être dans les voitures, mais ça va être où, et on cherche plutôt les endroits où ça va bien rebondir, parce que ça peut rebondir. C'est pareil pour beaucoup de choses, hein. Et donc, pour l'IA, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'IA, si vous regardez tout l'historique de l'IA, alors je ne le refais pas depuis les années 50, mais les hivers, les enthousiasmes, etc., vous avez d'ailleurs une première vague qui est lorsque le Canadien Hinton a gagné le concours ImageNet en 2012 sur un algorithme qu'il avait inventé en 2009. 2012, première vague de l'IA, et elle a mis 10 ans à être digérée. 10 ans plus tard, 2022, novembre, sortie de ChatGPT, et là, c'est la mise en application d'un algorithme de Google, 2019, les Transformers, c'est le T de GPT. Voilà. Bon. Et là, un effet waouh extraordinaire, considérable, deuxième vague. Bon. Donc là, il faut arriver à distinguer le hype du réel. Donc, petit 1, il y a du réel. Ça, je le dis tout de suite. Mais il y a aussi beaucoup de hype. Bon. Mais il y a du réel. C'est-à-dire que autant la première, il y avait vraiment du réel. Nous, on voit quand même que ça fait des choses intéressantes. Pour faire, nous, par exemple, ce n'est pas forcément les LLM qui nous intéressent, parce que nous, toutes nos données industrielles, c'est ce qu'on appelle des séries temporelles. Vous avez des valeurs de la demande d'électricité, la production d'électricité, la valeur d'un capteur, etc. Donc, ce n'est pas du langage, c'est des séries de chiffres, ce qu'on appelle les séries temporelles. Et donc, on est à la recherche du modèle fondateur, foundation model, pour pouvoir justement avoir des traitements statistiques plus élaborés sur des séries temporelles. Voilà. Et aujourd'hui, une de nos actions, c'est de mettre de l'IA dans nos prévisions de demande, du jour pour le lendemain ou plus tard, etc. Des prévisions de production, par exemple du photovoltaïque et de l'éolien, etc. Et ça, c'est pas sous le projecteur, parce que le projecteur, c'est les LLM. Mais les LLM, ils sont pour la plupart open source. Certains sont propriétaires, mais les open source rattrapent. Donc en fait, effectivement, ça va être une commodities. Et tout dépend effectivement des applications qu'on va en faire derrière. Et c'est là, nous, notre rôle de la R&D, d'EDF, c'est de mettre en œuvre d'un point de vue industriel des applications. C'est-à-dire que si ça doit rentrer dans une centrale nucléaire, il vaut mieux que ça marche. On ne peut pas être dans l'à peu près. On ne peut pas être quelque chose qui marche de temps en temps. Et alors, si vous regardez bien, en fait, on peut très vite, avec LLM, faire une espèce d'application qui marche 80% du temps, assez vite, c'est pas mal. Alors, quand on est dans le monde artistique, faire des images, des vidéos, etc., au contraire, l'erreur, c'est de la créativité. Bon, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, nous, on ne peut pas avoir un modèle qui nous invente un truc et qui nous dit qu'il faut aller à droite alors qu'il faut aller à gauche, hein. Et donc, pour monter de 80% à 95, puis après on commence à dire 99, puis 99,9, etc., et bien là, c'est très très difficile avec les architectures actuelles de transformeurs. Donc certains disent, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il y aura d'autres types d'IA, par exemple les GEPA dont parle Yann Lequin. D'autres disent, en fait, il faut mixer l'IA experte à l'IA connexionniste, c'est-à-dire une IA modèle expert qui donne exactement le résultat avec des choses qui sont plus réseau de neurones. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à gagner. Et donc faire une vraie application professionnelle dont on connaît, qu'on sait expliquer, dans laquelle on a la confiance, eh ben, on voit là que c'est dur. Et c'est aujourd'hui le problème de toute cette chaîne d'IA, c'est qu'en fait, les revenus n'en sont pas là, et toutes les boîtes d'IA sont en train, les Google, OpenAI, etc., essayent de créer des produits professionnels pour les professionnels. Tout à l'heure, IBM a dit on fait des produits pour les chercheurs, et nous sommes en train de tester des produits pour aider la recherche. Donc il y en a chez Microsoft, il y en a chez Google. Et là, il y a IBM, donc j'aimerais bien tester le matériel pour voir, mais est-ce que ça marche vraiment? Voilà, est-ce que ça va vraiment nous aider à apporter quelque chose quand on est dans un domaine professionnel dans lequel, et je pense qu'on partage ça avec Thales, Total, et on a un labo commun là-dessus, c'est qu'on sent qu'il y a du potentiel, il y a des promesses, mais on ne peut pas s'amuser à déployer, soit dans nos usines, soit vis-à-vis de nos clients, des choses qui ne sont pas sécurisé. Vous vous rendez compte si on commence à mettre une IA, discuter avec les clients d'EDF, puis qui commence à faire des offres, à inventer des offres, à faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà, il faut bien voir que derrière le hype,
Je pense qu'on va arriver à un moment un petit peu, il y a un peu des déceptions. Je suis persuadé que ça va remonter derrière, parce que quand même, ça fait des choses assez intéressantes. Mais il y a encore du boulot pour en tirer une vraie valeur de notre point de vue. Merci beaucoup. Donc, une question qui est beaucoup revenue sur le chat, et ensuite je ferai circuler la parole dans la salle. Alors, plutôt pour vous, ici, Stéphane Dupré-Latour, par rapport à la question de la politique industrielle, a été posée la question en termes de gouvernance de la renationalisation d'EDF, et donc le caractère envisageable d'une telle mesure et ce que ça pourrait avoir comme... C'est déjà fait. C'est pour ça, Oui, voilà, oui, je rappelle, oui, l'État a racheté les minoritaires, donc l'État français était 100% actionnaire d'EDF. Donc, alors je ne vais pas commenter ce point, mais en tout cas, c'est fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc des questions de la salle cette fois-ci. Il y en a. Oui, ici. Ah, je dois me lever. C'est plutôt une question pour Antonin Bergeaud. Vous avez évoqué les centres, la question des dépenses publiques en faveur de la recherche au niveau européen. Et la question est la suivante. Il y a l'exemple du CERN, donc le Centre européen de recherche nucléaire. Est-ce qu'on peut envisager que sur cette même architecture, on arrive à produire de nouveaux centres européens? C'était évoqué dans le rapport Draghi. Est-ce qu'il y a une avancée par rapport à cela? Alors, je ne sais pas s'il y a une avancée par rapport à cela, parce que je pense qu'en fait, ce qui manque en Europe, c'est pas tellement des initiatives publiques, c'est des initiatives publiques qui vont avoir très rapidement un effet de transmission vers le privé. Donc, en fait, ce que souvent on met en avant, c'est les agences américaines dites ARPA, donc, notamment dans la défense, qui en fait coûtent très très peu d'argent public. La DARPA, dont tout le monde parle, c'est 4 milliards de financement par an. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est une agence qui met en avant des programmes et qui s'engage à les financer. Et puis très rapidement, en fait, dès qu'ils voient qu'il y a une initiative qui fonctionne, ils transmettent à l'acteur public qui est en mesure d'aller financer, voire même à des acteurs privés qui sont en mesure d'aller financer les projets. Donc, c'est plutôt ce genre d'initiative qui manque. C'est des espèces d'outils de politique industrielle européens qui permettraient d'orienter l'innovation avec assez peu d'argent public, mais une capacité justement à avoir une vision à long terme et à aller trouver tout de suite les bons interlocuteurs pour financer cette innovation. Et j'ai l'impression que la réflexion, elle est plutôt à ce niveau-là, au niveau européen en ce moment, que d'aller créer d'autres centres de recherche qui existeront sans doute sur des technologies plus fondamentales. Le CERN, ça reste quand même de la science très fondamentale. Mais à ma connaissance, il n'y a pas tellement d'initiatives comme ça. Dans le monde de l'énergie, aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle l'ARPA-E. C'est l'ARPA pour l'énergie, une agence. Et donc, nous, on regarde qu'est-ce qu'ils financent. C'est des choses à bon. Et ce qui est intéressant aux États-Unis aussi, c'est que le département de l'énergie, le DOE, s'est fixé une petite dizaine de ce qu'ils appellent des Earth Shots. C'est les Moon Shots, hein, donc, mais pour la Terre. Earth Shot. Et dedans, c'est des choses très très concrètes. Ils ont fixé un objectif de prix pour les pompes à chaleur du futur, ou la géothermie d'ici 10 ans. Donc en fait, c'est une gouvernance par l'objectif. Et l'objectif, c'est un objet industriel dans lequel ils donnent des caractéristiques. Il y a eu des succès en Europe là-dessus. Ariane, ça a été aussi un objet. On fixe un objet. Ou le TGV, le centrale nucléaire. Bon, on part par qu'est-ce qu'on veut obtenir. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, sont orientées les énergies vers cet objectif-là. Mais l'objectif étant de fabriquer l'objet là-bas aux États-Unis. Donc, je ne sais pas s'il faut rajouter encore un énième organisme européen sur le sujet. Ou s'il ne faut pas réorienter les organismes actuels. Il y a le programme Horizon, hein, qui est le programme mais qui fait du saupoudrage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vexer personne, donc il y a du financement pour tout. Donc, j'ai découvert que, par exemple, l'Europe continue à financer, et c'est le seul au monde, je crois, un programme pour de l'éolien aéroporté.
L'éolien reporté, c'est que vous envoyez une éolienne par ballon dans la haute atmosphère, et puis vous dites, bah là, il y a plus de vent, plus fort, donc je vais pouvoir tirer l'énergie. Voilà, bon. Il y a des choses comme ça, mais parce qu'on a renoncé à rien, donc on se poudre tout, et sans se préoccuper de faire les 80% que j'évoquais tout à l'heure, c'est de localiser en Europe la fabrication des biens dont on a besoin pour réaliser la transition énergétique et climatique que j'évoquais tout à l'heure. Et en plus, il y a urgence. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde, mais c'est pas le même poids du corps sur tous les sujets. C'est pas possible, ça. Une dernière question peut-être de la salle. Non. Oui, là-bas. Oui, bonjour. Sur l'aspect privé, puisque finalement le public ne semble pas être complètement la solution, puisqu'on investit déjà beaucoup par nos services publics, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène un peu de passager clandestin, dans le sens où si personne ne veut y aller, personne ne voudra y aller? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu l'idée de se dire, mais comment on incite le privé finalement à se lancer pour financer au-delà de ces petites start-up, quoi? Aujourd'hui, comme on le disait, hein, le privé, il investit l'argent qui est disponible. Aujourd'hui, quand vous regardez, alors on va pas faire le poncif de tout ce qui est imposition, etc., sur les entreprises, mais on assèche un peu nos entreprises en Europe tout de même. Donc elles ont une capacité d'investissement qui est modeste comparée aux Américains et bien plus modeste comparée aux Asiatiques. Ça, c'est une chose. Mais reprenez encore une fois ce chiffre que je vous donnais, 350 milliards de l'épargne européenne va financer des entreprises américaines. C'est bien plus que la recherche qui nous manque pour boucher le trou entre nous et les Américains ou nous et les Chinois. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'hésitation du privé à investir dans la R&D. C'est simplement un calcul. On a les moyens de nos ambitions ou pas. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les moyens de nos ambitions. Donc on ne remplit pas le cahier des charges. On peut se regarder pendant des années à se désoler. C'est pas très compliqué, encore une fois. Si notre épargne nous finance, on ira vraiment beaucoup mieux. Et nos amis américains iront un peu moins bien, ce qui ne nous fera pas de mal non plus. Merci beaucoup. Antonin Bergeau, peut-être pour conclure. Alors, je ne sais pas si c'était pour conclure, mais je voulais juste sur ce point sur l'épargne, parce que je pense que c'est vraiment très important. C'est très vrai au niveau européen, c'est pas tellement vrai au niveau français. La balance courante française est à zéro. L'épargne des Français finance essentiellement la dette française, en grande partie. Et si on redirige l'épargne des Français vers l'innovation, on aura d'autres problèmes de financement de notre dette. Donc c'est vraiment un problème qui concerne surtout l'Allemagne et d'autres pays d'Europe du Nord. Et la solution, il faut qu'elle soit du coup trouvée au niveau européen et pas français, à mon avis. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et tous. Merci à nos trois invités.